Alors, bonjour à tous. Nous sommes la team For Road Data Vision, composée de Jean-Yves, Marc, Rodrigo et moi-même, Queen Maria. Alors, nous avons analysé 3 années de données sur les accidents corporels de la circulation et avec un focus sur 2023. Alors, notre étude se repose sur 3 dimensions, donc la population, temporelle et géographique. Et grâce à notre EDA, nous avons identifié les tendances pour guider les politiques publiques. Et enfin, avec la machine learning, nous avons développé un modèle capable de prédire la gravité des accidents en fonction de plusieurs critères. En termes de modèle de données, en fait, donc il est issu de DataGouv. Il est composé d'une table d'événements qui est la table des caractéristiques qui recense tous les accidents de la série et des tables de dimensions que sont les lieux, les véhicules et les usagers. Et en fait, il y a la répétition d'un unique ID sur chaque table, ce qui permet de faire des jonctions de tables extrêmement facilement et de rayonner autour des données et d'avoir une vision 360 sur les données, ce qu'on ne s'est pas privé de faire dans notre analyse. Donc, si on prend un peu de recul et si on regarde les tendances 2021, 2022, 2023, on se rend compte qu'on a une diminution constante du nombre d'accidents. On passe de 56 500 à 54 800 pour 2023. À partir de ces chiffres-là, on a fait aussi une analyse sur les accidents, les évolutions par mois. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des mois qui sont plus accidentogènes que d'autres. Par exemple, le mois de juin et le mois d'octobre. Le mois de juin, ça peut s'expliquer par la relâche de l'année scolaire, la climatologie qui est un peu trompeuse. On a également un relâchement global. Octobre, en revanche, c'est le stress de la rentrée, avec une climatologie aussi qui est pas très favorable, avec une baisse de luminosité. Et donc tout ça peut expliquer cette hausse d'accidentologie sur ces mois-là. Et ça, on le retrouve sur toutes les années. Donc ça, c'est vraiment une trend qui est constante sur les 3 années, sur cette série-là. Maintenant, si on fait un focus sur les évolutions en termes de chiffres, et si on prend une période de référence de juin 2021 à juin 2023, on voit qu'on confirme cette tendance de euh, diminution constante du nombre d'accidents. En revanche, si on fait la moyenne, c'est un peu en trompe-l'œil. Elle reste élevée quand même, la moyenne. On est à 5600 accidents en moyenne par mois sur les 3 années. Donc, attention sur cette vision-là. Si on fait la moyenne, on est sur quand même un autre prisme qui reste intéressant. Si maintenant on fait un focus sur 2023. Sur 2023, on a pu récupérer des données géographiques et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une surreprésentation de la région parisienne qui concentre la majorité des accidents. En revanche, les zones métropolitaines, Lille, la région PACA, Bordeaux, Rennes, aussi concentrent un certain nombre d'accidents. Par contre, il faut contrebalancer ça sur l'analyse des top 15 des départements. Là, on a, vous voyez, la petite légende colorée. Sur Paris, effectivement, on concentre les accidents. Par contre, on n'a que 33 morts sur 2023. Maintenant, si on regarde la région PACA, on est sur quasiment moitié moins d'accidents, mais par contre, on a 86 morts. Autre exemple, Nord-Pas-de-Calais, le 59, on est sur 56 et on n'est que sur 2000 accidents. Donc attention à cette vision masse qu'il faut contrebalancer avec une vision plus fine en termes de dangerosité, en termes de gravité d'accident. Pareil, là vous voyez une répartition des accidents suivant les 4 catégories: indemne, tué, blessé hospitalisé, blessé léger. Et là on retrouve notre trend de départ, c'est-à-dire qu'on retrouve les mois accidentogènes, juin et octobre. Et on voit que
Bah, globalement, les accidents, les blessés légers, bah, c'est assez constant. Heu pareil pour, les tués. Donc on voit qu'il y a quand même des trends qui se dégagent qui sont plutôt intéressantes. Maintenant, si on regarde les heures, de survenance, on se rend compte qu'il y a des pics. Et là, on a pris toutes les heures de tous les accidents. Donc là, on les a agrégés et on voit que 17 heures et 18 heures, sortie des bureaux, baisse de la luminosité, on a un pic accidentogène. On a un pic aussi accidentogène, à 8 heures du matin, départ des gens. C'est imparable. Maintenant, si on fait un focus sur, les genres, femmes, hommes, on se rend compte que, bah, en fait, les hommes sont surreprésentés sur tous les types d'accidents. C'est pas tous, tous, tous. Heu, alors, moi, je pensais qu'effectivement, il y aurait une surreprésentation, mais à ce point-là, c'est quasiment, voilà. Bon. Il faut savoir qu'ici, si on arrive à un chiffre de 85 000, c'est normal puisqu'on fait en fait, on va rapatrier la gravité qui se trouve dans la table des usagers et et pour un même accident, on a plusieurs occurrences. Donc c'est pour ça qu'on arrive à des chiffres aussi élevés. Donc attention, il faut avoir ça en tête. Donc par exemple sur, les accidents, qui impliquent des tués, ben, là c'est imparable, hein. On est à 2 500, pour, les hommes, 730 pour les femmes. Maintenant si on regarde, une courbe des âges, on voit que, bah, toujours, la tendance, hein, les hommes surreprésentés, mais surtout cette catégorie-là, les 19-27, qui explose les chiffres. Il y a une autre catégorie qui est intéressante, les 40-60 ans, qui, aussi concentre un certain nombre de problématiques. Donc d'un point de vue spectre, hein, on a vraiment les 19-27 ans, les 40-60 où, ça concentre un certain nombre d'accidents. Donc en termes de politique publique, il y a certainement des choses à faire pour réduire ce taux d'accidentologie sur cette population-là. Maintenant, si on regarde, les accidents par type de route et qu'on le croise avec la gravité, on a une surreprésentation des voies communales et des voies départementales. Donc probablement une surreprésentation de la France rurale et de la France périurbaine. Puisqu'on voit que, routes nationales, pas très parlant et les routes des métropoles urbaines, bah, c'est encore moins. Donc, si vous vous rappelez bien la carte, hein, c'est l'effet inverse, hein. C'est, rural, périurbain, versus, la carte qu'on avait au tout départ. Je finirai sur ce graphique-là où, on pourrait s'attendre à ce que, les accidents soient plus prégnants, pour, les déplacements au travail. Ben non, en fait, c'est quand les gens se relâchent. Promenade loisir, où là, on a une majorité d'accidents. Ok, donc, comme on vous l'a dit, l'objectif de notre travail, c'était d'essayer de déterminer qu'est-ce qui fait qu'un accident soit grave selon des paramètres, des caractéristiques, des features. À la base, nous avions 57 éléments qu'on pouvait classer dans les features. Il s'agit de faire un tri pour éviter du bruit, pour éviter des choses qui nous ne semblaient pas pertinentes pour analyser. Bon, on a essayé de retenir 21 features, parmi lesquelles la luminosité, le fait qu'il y a la ceinture de sécurité qui est sur place, le fait que les personnes est train de traverser la route, mobile ou pardon, tous les paramètres qui permettent de dire cet accident peut être grave, ça peut avoir eu un impact. Après avoir fait utiliser la régression logistique, on a pu atteindre un accuracy score de 62. Ce qui fait qu'on a arrivé à très bien prédire quel cas certains accidents pouvaient être plus ou moins graves. Bon, ce qu'on constate ici, c'est qu'on peut bien prédire quand il y aura des personnes indemnes, donc la classe 1, quand les personnes peuvent être blessées ou hospitalisées, mais la classe 2, notre modèle n'était pas assez performant dessus. Et ça, vous pouvez voir pourquoi, parce que quand on regarde la distribution des classes, on voit qu'il n'y a pas assez de classe 2 qui est représentée. Pour essayer de répondre à cette problématique, on a plutôt fait du random forest, comme vous pouvez voir sur la slide suivante. Malheureusement, le accuracy score n'a pas beaucoup changé. On est toujours de l'ordre de 62%. Bon, ce qui est qui peut être assez intéressant, mais il est important de noter que dans les accidents, pour tout un ensemble tous les mêmes paramètres, les résultats seront forcément différents parce qu'il y a des
features qu'on peut pas avoir, comme le niveau de fatigue du chauffeur, l'état d'esprit psychologique à ce moment-là. Donc, il y a des taux d'accuracy qui relèvent de l'illusoire. Mais l'idée était quand même de pouvoir orienter les données dans le sens où on peut au moins dire que dans ce cas-ci, cet accident sera plus ou moins grave et n'aura pas d'impact sur la vie humaine. Donc, oui, les prochaines étapes, côté EDA, on va continuer à analyser les data, surtout pour la catégoriser les véhicules impliqués, les facteurs climatologiques et la géolocalisation. Côté machine learning, on va faire les modèles plus intelligents avec les future engineering. Donc, l'idée, c'est la surreprésentation de la classe 2, son accident grave jaune tué. Donc, on va essayer d'améliorer cette différence qui est très importante. En conclusion, oui, comme Bluetooth, on peut voir vraiment l'importance d'analyser les données pour tirer des conclusions et avoir une meilleure vision globale des data. Et dans ce cas en particulier, même pour guider les politiques publiques, pour proposer des solutions à améliorer le risque. Et on pourrait juste vous ajouter un cas pratique. Ce modèle, ça peut être important pour classer les appels d'urgence. Savoir, est-ce qu'on envoie directement des pompiers, ou est-ce qu'on envoie juste des secouristes, est-ce que voilà, c'est les services civils à côté. Donc, ça, en ayant ce type de modèle, la personne qui décroche l'appel ou une IA peut directement savoir quel type de personne elle peut dépêcher sur le lieu. Ça fait de l'économie, ça fait de la stratégie, ça fait de l'efficacité. Voilà.